Le matin du 22 juin 1944, à 6 heures du matin, le caporal Jack McVeigh était accroupi derrière sa mitrailleuse lourde Browning M2 sur une crête de corail surplombant les hauts plateaux tenus par les Japonais de Saipan, observant les tireurs d'élite ennemis se déplacer à travers le couvert forestier à 1600 mètres de distance. Une distance que ses camarades Marines croyaient complètement à l'abri des tirs d'armes légères américaines. À 26 ans, il était un fermier de l'Iowa, devenu spécialiste des armes lourdes, avec 0 élimination confirmée à longue portée, faisant face à un ennemi qui avait 11 équipes de tireurs d'élite cachées dans les crêtes volcaniques. Des tireurs d'élite qui avaient pris 19 vies de Marines en seulement 48 heures, depuis des positions qu'il croyait intouchables. Son officier commandant avait positionné la M2 de 84 livres pour la suppression de zone, et les autres chefs de section supposaient qu'elle arroserait les lignes d'arbres distantes par rafale, comme toute autre mitrailleuse dans le Pacifique. Quand McVeigh s'était d'abord entraîné sur la Browning au camp Pendleton, l'instructeur lui avait dit qu'elle était conçue pour arrêter les camions et les avions, pas pour éliminer des soldats individuels cachés dans la canopée de la jungle. Le manuel disait que la portée efficace était de 1800 mètres pour les véhicules, mais tout le monde savait que les mitrailleuses servaient à poser un feu de couverture en arc large, pas pour un tir précis. Son équipe chargeait bande après bande de munitions de 50 calibres, chaque cartouche conçue pour percer le blindage, pendant que les observateurs japonais sur les crêtes distantes marquaient les positions des Marines à travers leurs lunettes, se croyant invisibles à des portées où aucun fusil ne pouvait les atteindre. Ils avaient tenu ces mêmes bunkers élevés pendant des semaines, regardant les forces américaines avancer en dessous comme des insectes, complètement confiants que 1600 mètres de terrain couvert de jungle les rendaient intouchables par quoi que ce soit de plus petit que l'artillerie. Les tireurs d'élite ennemis se déplaçaient avec une arrogance désinvolte, se tenant brièvement dans les bouches de grottes, se déplaçant entre les arbres, allumant même des cigarettes en plein jour, parce que tous les manuels militaires du monde disaient que les mitrailleuses ne pouvaient pas toucher des cibles individuelles à cette distance. Puis McVeigh fit quelque chose que personne n'attendait. Il arrêta de tirer par rafale et commença à viser comme un fusilier. La chaleur matinale sur Saipan donnait l'impression de respirer à travers une toile mouillée, et le caporal Jack McVeigh essuya la sueur de ses yeux en ajustant le mécanisme de traverse de sa Browning M2. La mitrailleuse était montée sur son trépied M3, derrière un mur de sacs de sable et de morceaux de corail. Son canon pointait vers la ligne de crête à 1600 mètres au nord-ouest, où les tireurs d'élite japonais avaient éliminé des Marines pendant 3 jours consécutifs. McVeigh tenait cette position depuis l'aube, observant les éclairs de bouche clignoter depuis les bouches de grottes et les branches d'arbres sur la pente distante, sachant que son équipe était censée arroser de feu suppressif toute la colline chaque fois que l'ennemi ouvrait le feu. C'était la doctrine. C'était ce que faisaient les mitrailleurs dans le Pacifique. Poser des nappes de plomb pour maintenir les têtes ennemies baissées pendant que les fusiliers manœuvraient. Mais McVeigh avait étudié ces éclairs à travers ses jumelles, et il commençait à penser que la doctrine pourrait être fausse. Le sergent Thomas Harding rampa jusqu'à l'emplacement de l'arme, traînant une bande fraîche de munitions de 50 calibres. « Toujours calme là-bas », marmonna-t-il, s'installant dans sa position d'assistant mitrailleur. « Tu penses qu'ils font la grasse matinée ?» McVeigh garda son œil pressé contre la visée optique qu'ils avaient bricolée sur le récepteur de l'arme. La visée n'était rien d'extraordinaire. Une lunette à 4 grossissements récupérée d'un fusil de tireur d'élite endommagé. Mais elle lui donnait une vue claire des positions japonaises. Il bouge. 3e grotte en partant de la gauche il y a environ 10 minutes. J'ai vu quelqu'un avec un fusil. 1600 mètres, dit Hardin, consultant la carte de portée qu'il avait esquissée sur un morceau de carton. Autant dire sur la Lune. La sagesse conventionnelle disait que les mitrailleuses étaient des armes de zone. On les pointait vers un endroit général et on appuyait sur la gâchette jusqu'à ce que le canon rougeoie, espérant supprimer tout ce qui était là-bas. Le manuel de la M2 listait sa portée efficace maximale contre les cibles ponctuelles à 1800 mètres. Mais c'était théorique. Personne n'essayait réellement de toucher des soldats individuels à cette distance avec une mitrailleuse. Les fusils étaient pour la précision. Les mitrailleuses étaient pour le volume. Mais McVeigh avait grandi en chassant le cerf dans la ferme de son père dans l'Iowa, et il comprenait quelque chose sur la balistique que les manuels d'entraînement n'en faisaient pas. La cartouche BMG de 50 calibres quittait le canon à 2900 pieds par seconde, plus rapidement que toute balle de fusil qu'il avait jamais tirée.
À 1600 mètres, elle chuterait d'environ 8 pieds et prendrait environ 1 seconde et 3/4 pour atteindre la cible. Il avait fait les calculs au dos d'un paquet de cigarettes, calculant la dérive du vent et la chute de la balle de la même façon qu'il avait calculé les tirs sur les cerfs de Virginie chez lui. La différence était que les cerfs de Virginie ne ripostaient pas. Un mouvement attira son attention à travers la lunette. Un soldat japonais était sorti de la 3e grotte portant ce qui ressemblait à un fusil Arisaka avec une visée télescopique. L'homme bougeait avec désinvolture, apparemment confiant que les armes légères américaines ne pouvaient pas l'atteindre à travers la vallée. Il s'installa dans une position de tir derrière un tronc tombé, son fusil pointant vers le périmètre des Marines. McVeigh sentit son pouce accélérer. C'était le tireur d'élite qui avait tué le caporal Rodriguez il y a 2 jours et le soldat Johnson hier matin. Le même tireur patient et méthodique qui apparaissait à intervalles irréguliers, tirait 1 ou 2 coups soigneusement visés, puis disparaissait dans les grottes. L'ennemi avait utilisé l'avantage de portée pour terroriser tout le bataillon, sachant que les fusils des Marines ne pouvaient pas répondre efficacement. « Tom, dit McVeigh doucement, charge-moi une bande avec une traçante tous les 5 coups. » Hardin parut perplexe. « On fait du tir suppressif ? » ?»« Non, je vais essayer quelque chose. » McVeigh ajusta l'élévation de l'arme, tournant le mécanisme pour tenir compte de la chute de balles qu'il avait calculée. Il régla les butées de traverse pour limiter son balayage, créant une plateforme de tir stable. La M2 pesait 84 livres sans le trépied, et tout le système était conçu pour absorber le recul du tir automatique soutenu. Mais McVeigh ne prévoyait pas de tirer automatiquement. À travers la lunette, il pouvait voir le tireur d'élite japonais ajuster son propre fusil, se préparant à engager des cibles dans les lignes des Marines. Le soldat ennemi bougeait avec la confiance détendue de quelqu'un qui se croyait complètement en sécurité. 1600 mètres étaient au-delà de la portée efficace des fusils américains. C'était au-delà de la portée de la plupart des mitrailleuses légères. Le manuel japonais disait probablement la même chose que leur manuel. Les mitrailleuses étaient des armes de zone, pas des instruments de précision. McVeigh centra le réticule sur la poitrine du tireur d'élite ennemi, tenant compte du vent qui dérivait la fumée des feux de cuisine matinaux vers l'est. Il prit une profonde inspiration, en relâcha la moitié, et pressa doucement la gâchette. La M2 tira une fois, un seul craquement sec qui résonna à travers la vallée. À travers la lunette, McVeigh regarda la balle traçante tracer un arc dans l'air humide, sa traînée rouge coupant à travers la canopée verte de la jungle. La balle frappa le tronc tombé à 6 pouces à gauche du tireur d'élite japonais, envoyant une gerbe d'éclats de bois. Le soldat ennemi se figea, clairement stupéfait qu'une balle venait de passer assez près pour sentir l'onde de choc. Il regarda autour de lui frénétiquement, apparemment incapable de comprendre comment le tir américain l'avait atteint à cette distance. Après plusieurs secondes de confusion, il recula précipitamment dans la bouche de la grotte, abandonnant entièrement sa position de tir. Harding regarda McVeigh avec quelque chose qui approchait l'émerveillement. « Bon sang, Mac, tu l'as presque eu !»« Presque », convint McVeigh, mais il faisait déjà des ajustements mentaux. Le tir avait été assez proche pour prouver le concept. La M2 pouvait atteindre des cibles à des portées où l'ennemi se sentait en sécurité. C'était simplement une question de traiter la mitrailleuse comme un énorme fusil au lieu d'une arme de zone traditionnelle. La nouvelle du tir se répandit dans les positions des Marines en 1 heure. Le lieutenant Phillips rampa depuis la section adjacente pour voir ce que faisait son équipe d'armes lourdes, apportant avec lui une paire de jumelles et une expression sceptique. « J'ai entendu que vous essayez de faire du tir de précision avec un 50 calibre ?»« On teste juste l'idée, monsieur, » répondit McVeigh. « Ça semble pouvoir marcher. » Phillips étudia la ligne de crête distante à travers ses jumelles. Les positions japonaises qui avaient été actives toute la matinée étaient maintenant silencieuses, leurs occupants apparemment ébranlés par la réalisation que leur sanctuaire n'était pas aussi sûr qu'ils l'avaient cru. « Portée, 1600 mètres, monsieur. Peut-être un peu plus pour les grottes éloignées. » Phillips baissa ses jumelles et regarda la M2 avec un nouvel intérêt. Les mitrailleuses n'étaient pas censées fonctionner de cette façon. C'étaient des armes de suppression,
conçu pour forcer les troupes ennemies à garder la tête baissée pendant que l'infanterie amie manœuvrait. Mais si une mitrailleuse pouvait réellement toucher des cibles individuelles à portée étendue, si elle pouvait transformer les zones sûres ennemies en champs de mort, alors toute l'équation tactique pourrait changer. Alors que le soleil montait plus haut et que la chaleur matinale devenait oppressante, la crête japonaise resta silencieuse. Pas d'éclair de bouche, pas de mouvement désinvolte entre les positions. Les tireurs d'élite ennemis qui avaient terrorisé le bataillon de Marines pendant des jours étaient restés terrés. Soudain conscients que 1600 mètres n'était pas la barrière protectrice qu'ils avaient supposée. Ce soir-là, alors que McVer nettoyait le canon de la M2 et Cardin mettait à jour leur carte de portée avec des calculs plus précis, les deux hommes comprirent que quelque chose de fondamental avait changé. Ils n'avaient pas simplement tiré avec une mitrailleuse à longue portée. Ils avaient redéfini ce qu'une mitrailleuse pouvait faire. Au troisième jour, McVer avait transformé son emplacement de mitrailleuse en quelque chose ressemblant plus à un nid de tireurs d'élite qu'à une position d'armes lourdes traditionnelle. Lui et Hardin avaient construit des cartes de portée pour chaque point de repère visible sur la ligne de crête japonaise, marquant les distances par incrément de 100 mètres, de 1200 à 1800 mètres. Ils avaient repositionné la M2 sur son trépied M3 pour fournir une stabilité maximale, utilisant des sacs de sable et des morceaux de corail pour créer une plateforme de tir solide qui éliminait tout tremblement ou mouvement qui pourrait compromettre leur visée à portée extrême. La balistique était difficile mais gérable. La balle BMG de 50 calibres maintenait une vitesse initiale de 2900 pieds par seconde, mais à 1600 mètres, la balle chuterait d'environ 8 pieds sous la ligne de visée et dériverait de plusieurs pieds latéralement même dans un vent croisé modeste. McVer avait élaboré les calculs en utilisant le temps de vol, 1,7 secondes jusqu'à la cible, et les tables de déflexion du vent qu'Hardin avait copiées d'un manuel d'artillerie de campagne. Ils mélangeaient leurs bandes de munitions avec une traçante environ tous les 4 cartouches, permettant à McVer d'observer ses tirs et de faire des corrections rapides. Les Japonais avaient initialement répondu aux tirs à longue portée en se déplaçant simplement plus profondément dans leur position de grotte, croyant apparemment que le tir précis était soit de la chance, soit le travail d'une équipe de tireurs d'élite cachés. Mais alors que McVer continuait à engager des cibles individuelles à des distances qui auraient dû être impossibles pour le tir de mitrailleuse, l'ennemi commença à réaliser qu'il faisait face à quelque chose de sans précédent. Leurs modèles de mouvement changèrent dramatiquement. Les soldats qui s'étaient précédemment déplacés avec désinvolture entre les positions sprintaient maintenant par courtes rafales paniquées. Les postes d'observation qui avaient été tenus continuellement furent soudain abandonnés pendant des heures. Le lieutenant Phillips visitait la position quotidiennement maintenant, apportant des jumelles et appelant occasionnellement des désignations de cibles de ses éclaireurs d'infanterie. Bouche de grotte à 1400 mètres, relèvement 0,75 degrés, annonçait-il, et McVer orientait l'arme vers les coordonnées spécifiées. Le lieutenant avait commencé à intégrer le tir de mitrailleuse à longue portée dans sa planification tactique, l'utilisant pour supprimer des positions ennemies spécifiques avant les avancées d'infanterie, plutôt que de compter uniquement sur le support d'artillerie. Les implications logistiques étaient significatives. L'emploi traditionnel de mitrailleuses consommait des munitions à des taux de 400 à 600 coups par minute pendant les missions de tir soutenu. Mais le tir de précision nécessitait une approche complètement différente. McVer tirait des coups simples ou de courtes rafales de 3 à 5 coups, prenant le temps de viser et d'ajuster entre les engagements. Une journée de tir typique pourrait consommer seulement 2 ou 3 bandes de 50 coups au lieu de dizaines, mais chaque coup devait compter. L'équipe se trouvait à passer plus de temps sur la maintenance et la préparation que sur le tir réel, nettoyant le canon obsessionnellement, vérifiant le montage de la lunette, s'assurant que le trépied restait parfaitement stable. Hardin était devenu expert à lire les conditions de vent et estimer la portée vers des cibles non marquées. Il pouvait jeter un coup d'œil à la dérive de fumée et au mouvement de végétation et fournir des corrections de dérive assez précises pour que McVer touche les cibles au premier ou deuxième coup. Le partenariat évoluait en quelque chose de plus sophistiqué que la dynamique traditionnelle d'équipe de mitrailleuses. Il fonctionnait plus comme une équipe de fusils de précision, avec Hardin servant d'observateur et McVer de tireur.
L'impact psychologique sur les défenseurs japonais devenait évident. À travers les jumelles, les Marines pouvaient observer une construction accrue de bunkers et des efforts de camouflage sur la ligne de crête ennemie. Les soldats japonais passaient plus de temps sous terre et moins de temps à tenir les postes d'observation. Plusieurs positions de tireurs d'élite précédemment actives étaient devenues complètement silencieuses, leurs occupants apparemment peu disposés à risquer l'exposition à des portées qu'ils avaient autrefois considérées sûres. Le matin du 26 juin, McVer réalisa ce qu'il décrivit plus tard comme son engagement le plus satisfaisant de la campagne. Une équipe de mitrailleuses japonaises avait installé une mitrailleuse légère type 99 derrière un affleurement rocheux à environ 1700 mètres, se pensant bien au-delà de la portée des armes légères américaines. La position commandait d'excellents champs de tir vers les zones d'assemblage des Marines et les mitrailleurs ennemis avaient harcelé les groupes de ravitaillement et les courses de communication toute la semaine. McVer passa 20 minutes à étudier la cible à travers sa lunette, attendant que l'équipe japonaise devienne assez négligente pour s'exposer. La mitrailleuse était positionnée derrière un couvert naturel, mais le mitrailleur devait se pencher légèrement vers la gauche pour viser la pente vers les positions américaines. C'était une petite cible, peut-être 18 pouces de torse exposé, mais c'était prévisible. Quand le mitrailleur japonais se pencha dans sa position de tir, McVer était prêt. Il avait déjà ajusté pour la portée et le vent, et son réticule était centré sur l'endroit exact où le corps du soldat ennemi apparaîtrait. La balle de 50 calibres frappa le mitrailleur japonais dans la poitrine supérieure. L'énergie cinétique massive de la balle, suffisante pour tuer instantanément à cette portée. La position de mitrailleuse ennemie devint silencieuse immédiatement et le resta pour le reste de la journée. L'engagement fut témoin par toute une section de fusiliers qui avait été clouée par la mitrailleuse japonaise et la nouvelle du tir se répandit dans tout le bataillon en quelques heures. Les Marines qui avaient été sceptiques du concept de mitrailleuse à longue portée devinrent croyants. Les demandes ont commencé à affluer d'autres unités pour un soutien-feu similaire, et plusieurs équipes d'armes lourdes ont commencé à expérimenter des techniques de tir de précision en utilisant leur propre position de M2. Mais le succès a apporté de nouveaux défis. Les Japonais, reconnaissant la menace posée par le tir de mitrailleuse à longue portée, ont commencé à cibler la position de McVer avec des obus de mortier et leurs propres tirs de tireurs d'élite. Les observateurs ennemis avaient identifié l'emplacement général de la mitrailleuse américaine gênante, même s'ils ne pouvaient pas la localiser exactement, et ils ont commencé à faire tomber des obus de mortier dans les environs. Tout au long de la journée, l'équipe a été forcée de construire une protection aérienne et de planifier des positions de tir alternatives au cas où leur emplacement principal serait compromis. Plus significativement, la situation d'approvisionnement en munitions devenait tendue. Bien que le tir de précision de McVer consommait moins de cartouches par jour que l'emploi traditionnel de mitrailleuse, la demande de munitions de calibre 50 augmentait, alors que d'autres équipes adoptaient des techniques similaires. L'officier d'approvisionnement du bataillon a averti que les taux de consommation actuels dépassaient l'empreinte logistique planifiée pour les opérations de mitrailleuses lourdes, et le réapprovisionnement depuis la plage était compliqué par le tir d'artillerie japonais continu sur les zones de débarquement. La situation tactique évoluait également. Alors que l'avancée des Marines se rapprochait des lignes de crête japonaises, les positions de tir optimales pour le travail de précision à longue portée devenaient moins disponibles. L'équipe s'est trouvée obligée de déplacer leur équipement lourd plus fréquemment, perdant les positions stables et préparées qui rendaient le tir précis possible. Ce qui avait fonctionné parfaitement pour les opérations défensives statiques s'avérait plus difficile à maintenir pendant les mouvements offensifs actifs. À la fin de juin, McVer avait confirmé des éliminations sur 7 soldats japonais individuels à des portées entre 1300 et 1700 yards, avec plusieurs éliminations probables supplémentaires où les corps ne pouvaient pas être observés. L'impact psychologique était bien plus grand que ne le suggérait le nombre réel de victimes. Un bataillon ennemi entier avait modifié son comportement tactique à cause d'une équipe de mitrailleuses qui refusait d'accepter les limitations conventionnelles sur ce que leur arme pouvait accomplir. La réponse japonaise est venue le 2 juillet sous la forme d'un tir de contre-tireur d'élite coordonné qui a forcé McVer à repenser complètement son approche tactique. À 6h30,
Alors qu'il s'installait derrière son M2 pour commencer l'observation quotidienne des positions ennemies, une balle a sifflé près de sa tête et s'est enterrée dans les sacs de sable à 2 pouces de son épaule droite. Le tir était venu d'une position dissimulée à environ 1400 yards au nord-ouest, bien dans la portée effective d'un tireur habile avec un Arisaka type 99 à lunettes. Hardin s'est aplati à côté de l'emplacement de l'arme alors qu'une deuxième balle frappait le parapet de corail directement devant leur position. « Ils nous ont mis en joue », dit-il, rampant vers l'arrière vers la tranchée de communication. Ce n'est pas un tir aléatoire. McVeigh glissa loin de la mitrailleuse, gardant sa tête sous la ligne des sacs de sable. Les Japonais avaient clairement identifié sa position et assigné au moins une équipe de tireurs d'élite pour neutraliser l'équipe de mitrailleuses américaines gênantes. C'était une réponse entièrement prévisible, et une que McVeigh réalisa qu'il aurait dû anticiper. En maintenant une position de tir fixe pendant plus d'une semaine, il avait donné à l'ennemi amplement l'occasion d'étudier son emplacement et de planifier des contre-mesures. Le problème immédiat était tactique. L'équipe de McVeigh avait passé des jours à perfectionner leurs cartes de portée et leur réglage de visée pour cette position spécifique. Déplacer le M2 de 84 livres et son trépied vers un emplacement alternatif nécessiterait au moins 1 heure de temps d'installation pour rétablir des données de tir précises, pendant lesquelles les positions japonaises seraient libres d'opérer sans harcèlement. Mais rester en place signifiait accepter un tir de tireur d'élite continu qui finirait par faire mouche. Le lieutenant Phillips rampa dans la position 30 minutes plus tard, apportant des rapports de ses observateurs avancés. « Ils ont au moins 2 équipes de tireurs d'élite travaillant votre zone », informa-t-il McVeigh. « Une tirant depuis ce complexe de crête au nord-ouest, une autre quelque part dans la ligne d'arbres au nord-est. Probablement des types 99 avec des lunettes, peut-être des optiques à 4 puissances. » La situation tactique avait fondamentalement changé. Pour la première semaine d'opération, McVeigh avait joui du luxe d'engager des cibles qui ne pouvaient pas efficacement riposter. Les Japonais avaient été armés d'armes qui ne pouvaient pas atteindre sa position, lui donnant un avantage décisif dans tout échange. Mais maintenant, l'ennemi avait répondu en déployant leurs propres tireurs de précision à longue portée, transformant l'engagement en un véritable duel de tireurs d'élite où les 2 côtés possèdent une capacité létale. McVeigh et Hardin passèrent la matinée à construire une position de leurre à 50 yards à l'est de leur point de tir réel. Utilisant des sacs de sable de rechange, un filet de camouflage et un canon M2 endommagé, ils créèrent un duplicata convaincant de leur emplacement de mitrailleuse, complet avec une position de casque pour simuler une tête de tireur. Le travail de construction devait être fait pendant les périodes où l'observation japonaise était limitée, rampant sur les mains et les genoux pour éviter de se profiler contre la crête. Le vrai M2 fut relocalisé dans une dépression du récif de corail qui fournissait une protection naturelle du nord-ouest, mais maintenait des champs de tir clairs vers les zones cibles principales. La nouvelle position nécessitait de recalculer complètement les données de portée et les corrections de vent, et l'espace disponible était plus exigu que leur emplacement original, mais elle offrait l'avantage crucial d'être inattendue. Les tireurs d'élite japonais viseraient des coordonnées qui ne contenaient plus de personnel américain. La dimension psychologique de l'engagement devenait aussi importante que les aspects tactiques. McVeigh se trouvait constamment à scruter la ligne de crête ennemie pour des éclairs de bouche ou des reflets de lunettes qui pourraient révéler des positions de tireurs d'élite, tout en essayant simultanément d'identifier des cibles pour son propre tir. Le tir détendu et méthodique de la semaine précédente fut remplacé par un jeu tendu de chasseurs et chassés, où un moment d'insouciance pouvait s'avérer fatal. Le 4 juillet, la position de l'heure prouva sa valeur. À environ 8 heures, un tireur d'élite japonais tira 3 coups rapides sur l'emplacement factice, les balles frappant les sacs de sable et le filet de camouflage avec des impacts audibles. McVeigh put localiser l'éclair de bouche à travers sa lunette, une position dans un amas de rochers à environ 1500 yards au nord-ouest, et riposta avec un seul coup soigneusement visé. Le tir frappa à quelques pouces de la cible, envoyant un jet de fragments de roche qui força le tireur d'élite ennemi à abandonner sa position. Mais l'engagement révéla un problème fondamental avec le concept de mitrailleuse de précision. Les équipes de mitrailleuses traditionnelles pouvaient supprimer le tir ennemi par le volume et la couverture de zone, forçant les forces opposées à garder la tête baissée
indépendamment du fait que les tirs individuels trouvent leur marque. L'approche de précision de McVeigh nécessitait qu'il expose sa position pendant des périodes prolongées, en visant et en ajustant le tir, le rendant vulnérable aux opérations de contre-tireurs d'élite. La précision même qui rendait son tir efficace faisait aussi de lui une cible prioritaire pour les tireurs d'élite ennemis. La situation d'approvisionnement en munitions devenait critique également. Le bataillon avait épuisé son allocation initiale de cartouches de calibre 50 et le réapprovisionnement depuis la plage était irrégulier à cause du tir d'artillerie japonais sur les zones de débarquement. L'équipe de McVeigh était limitée à 2 bandes par jour, 100 cartouches, ce qui permettait à peine les tirs de visée et d'ajustement soigneux que le travail de précision nécessitait. Les tactiques de mitrailleuses traditionnelles pouvaient être soutenues avec des munitions abondantes, mais l'approche de précision demandait à la fois précision et conservation. Hardin développa une solution innovante au problème d'observation en coordonnant avec les observateurs d'artillerie marine qui étaient déjà positionnés dans des postes d'observation avancés avec d'excellentes vues des positions japonaises. Les observateurs d'artillerie pouvaient désigner des cibles et fournir une évaluation en temps réel du placement des tirs sans nécessiter que McVeigh s'expose pendant des périodes d'observation prolongées. Le système fonctionnait efficacement, mais il ajoutait une autre couche de complexité à ce qui avait commencé comme un simple problème de tir. Le 6 juillet, McVeigh réalisa ce qui serait plus tard enregistré comme son élimination confirmée la plus longue de la campagne. Une équipe de mitrailleuses japonaises avait positionné une mitrailleuse légère type 99 dans une ouverture de grotte à environ 1850 yards, juste à la portée extrême de la capacité effective du M2. La cible était à peine visible même à travers le télescope improvisé, apparaissant comme peu plus qu'une ombre dans l'ouverture de la grotte. Le tir nécessitait un calcul précis de la chute de balle de près de 12 pieds à cette portée et une estimation soigneuse des conditions de vent qui pourrait faire dériver la lourde balle de plusieurs pieds latéralement pendant son temps de vol de 2,1 secondes. McVeigh passa 15 minutes à étudier la cible à travers sa lunette, attendant que le tireur japonais se positionne assez constamment pour fournir un point de visée prévisible. Quand le tir vint, la cartouche de calibre 50 frappa la paroi de la grotte directement à côté de la position de mitrailleuse ennemie, l'impact assez proche pour blesser ou tuer le tireur par les fragments de roches volants. L'arme japonaise se tut immédiatement et resta inactive pour le reste de la journée. Les observateurs d'artillerie confirmèrent à travers des jumelles que la position avait été abandonnée, avec de l'équipement visible éparpillé autour de l'entrée de la grotte. L'engagement représentait à la fois l'accomplissement de pointe et la limite pratique du concept de mitrailleuse de précision. 1850 yards approchaient la portée effective maximale du M2 contre des cibles ponctuelles, et le tir avait nécessité des conditions parfaites et une chance considérable pour réussir. Au-delà de cette portée, les limitations de la lunette improvisée, la difficulté de lire les conditions de vent et la dispersion naturelle des munitions rendaient la précision constante impossible. Le soir, McVeigh comprit que la situation tactique changeait encore. Les Japonais apprenaient à contrer son tir de précision par un camouflage amélioré, des schémas de mouvement irréguliers et des opérations agressives de contre-tireurs d'élite. Ce qui avait commencé comme un avantage américain écrasant évoluait vers un engagement plus complexe où les deux côtés possédaient une capacité létale à longue portée, et le succès dépendait autant de l'artisanat de terrain et de la patience que de l'habileté de tireurs. La crise commença à l'aube le 8 juillet, quand le réapprovisionnement en munitions échoua à arriver pour le 2e jour consécutif. McVeigh compta ses cartouches de calibre 50 restantes et réalisa qu'il lui restait exactement 43 cartouches, moins d'une bande complète pour son M2. Les navires de débarquement qui apportaient normalement des munitions à la plage avaient été retardés par une attaque kamikaze coordonnée sur le groupe de soutien naval, et l'officier d'approvisionnement du bataillon ne pouvait fournir aucune estimation de quand le prochain réapprovisionnement atteindrait l'île. Hardin s'accroupit à côté de l'emplacement de mitrailleuses, étudiant leurs cartes de portée improvisées avec une inquiétude croissante. « À notre rythme actuel, nous avons peut-être 6 engagements restants, calcula-t-il. Après ça, nous sommes réduits à ce que les fusiliers peuvent atteindre. » Les implications tactiques étaient sévères. Au cours de la semaine passée,
le tir de mitrailleuses de précision avait supprimé l'activité japonaise sur près de 2 miles de ligne de crête tenue par l'ennemi. Les positions de tireurs d'élite qui avaient terrorisé l'infanterie marine étaient maintenant abandonnées ou minimalement occupées. Les postes d'observation qui avaient dirigé le tir de mortier sur les routes d'approvisionnement américaines étaient devenus silencieux. L'impact psychologique sur les forces ennemies était évident dans leur schéma de mouvement de plus en plus prudent et leur tempo opérationnel réduit. Mais tout cet avantage disparaîtrait une fois que le M2 se tairait. Le lieutenant Phillips arriva à la position peu après le lever du soleil, apportant des rapports de ses observateurs avancés qui peignaient un tableau de plus en plus sombre. « Les renseignements disent que les Japonais se massent pour une contre-attaque, informa-t-il McVeigh. Peut-être ce soir, peut-être demain matin. Ils déplacent des troupes à travers ces crêtes que vous avez surveillées, comprenant probablement que votre arme ne tirera plus beaucoup plus longtemps. » L'ennemi avait clairement reconnu la pénurie de munitions comme une opportunité de reprendre l'initiative. Les unités japonaises qui avaient été clouées dans des positions défensives commençaient à se déplacer plus audacieusement, profitant du tir américain réduit pour repositionner les forces et préparer des opérations offensives. Les Marines pouvaient observer une activité accrue dans des zones qui avaient été silencieuses pendant des jours, avec des soldats ennemis se déplaçant en plein jour et établissant de nouvelles positions de tir à des portées qui auraient dû être suicidaires. McVeigh prit la décision de conserver ses munitions restantes pour les cibles les plus critiques, abandonnant le tir de harcèlement qui avait été si efficace pour perturber les opérations ennemies. Chaque tir devrait compter non seulement tactiquement, mais stratégiquement, utilisé seulement contre des cibles dont l'élimination aurait un impact maximum sur les capacités japonaises. Le tir de précision décontracté de la semaine précédente n'était plus soutenable, étant donné les contraintes de ressources. Le premier test vint à 10 heures, quand une équipe de mitrailleuses japonaises commença à installer un type 99 dans une position qui commandait la route d'approvisionnement principale vers les compagnies de fusils avancés. L'équipe ennemie travaillait méthodiquement, apparemment confiante que le tir américain à longue portée n'était plus une menace. McVeigh avait un tir clair à environ 1600 yards, mais engager la cible consommerait 3 à 5 de ses précieuses cartouches restantes. Hardin étudia la position à travers des jumelles de campagne, évaluant la signification tactique. « Cette arme peut interdire toute la colonne d'approvisionnement, observa-t-il. S'il la rend opérationnelle, personne ne bouge de munitions ou de fournitures médicales vers les compagnies de front. » McVeigh s'installa derrière son M2, ajustant la lunette pour la portée et les conditions de vent. Les mitrailleurs japonais se déplaçaient avec désinvolture, prenant leur temps pour placer leur arme correctement. Ils n'avaient aucune raison de s'attendre à un tir entrant d'une position qu'ils supposaient probablement être à court de munitions. Le tir serait de routine selon les standards que McVeigh avait établis, mais il représentait près de 10% de sa capacité restante. La cartouche de calibre 50 frappa le tireur principal au centre de la masse, l'impact le projetant vers l'arrière dans son assistant tireur et perturbant tout l'effort de placement. Les soldats japonais survivants se précipitèrent vers l'abri, abandonnant leurs armes et fuyant plus profondément dans le complexe de crête. La route d'approvisionnement resta ouverte, mais McVeigh était réduit à 38 cartouches. La vraie crise se développa cet après-midi, quand les forces japonaises commencèrent à sonder le périmètre marine avec des attaques de petites unités qui étaient clairement conçues pour tester les capacités de réponse américaines. Les escouades ennemies avançaient vers des positions juste au-delà de la portée des fusils, établissaient des positions de tir temporaires et engageaient les avant-postes marins avec un tir visé avant de se retirer. Les attaques étaient coordonnées et systématiques, suggérant un plan plus large pour identifier les points faibles de la ligne défensive américaine. La doctrine traditionnelle exigeait que les équipes de mitrailleuses répondent à de telles attaques de reconnaissance par un tir de suppression soutenu, forçant l'ennemi à se retirer ou à se mettre à couvert pendant que les forces amies manœuvraient. Mais McVeigh ne pouvait pas se permettre de dépenser ses munitions limitées pour des missions de suppression qui pourraient consommer 20 ou 30 cartouches sans obtenir de résultats définitifs. Il était forcé de regarder les soldats ennemis opérer à des portées où son arme pouvait les atteindre, sachant que l'engagement épuiserait sa capacité restante. La pression psychologique devenait insupportable. McVeigh avait passé 2 semaines à établir sa dominance sur les crêtes tenues par l'ennemi,
créant une zone de supériorité de feu américaine qui s'étendait bien au-delà de la portée traditionnelle des armes légères. Les forces japonaises avaient modifié toute leur approche tactique en réponse à cette capacité, restreignant leurs mouvements et abandonnant les positions qu'elles tenaient depuis le débarquement américain initial. Maintenant, cette dominance s'échappait, une précieuse cartouche à la fois. À 15h40, la situation atteignit un point de rupture. Une équipe de tireurs d'élite japonais établit une position à 1400 yards et commença à engager systématiquement les observateurs avancés des Marines, tuant un guetteur et en blessant un autre en 30 minutes. Les tireurs d'élite ennemis opéraient depuis un emplacement qui offrait un excellent camouflage et des champs de tir. Planifiant clairement de rester en position pour un engagement prolongé, ils représentaient exactement le type de cible de haute valeur qui justifiait la dépense de munitions de calibre 50 rares. McVer engagea la position avec 2 tirs soigneusement visés. Le second projectile frappa assez près pour forcer les tireurs d'élite à abandonner leur emplacement, mais l'engagement réduisit ses munitions restantes à 35 cartouches et ils pouvaient voir d'autres positions japonaises devenir actives alors que les forces ennemies sentaient la capacité de feu américaine réduite. Harding suggéra un expédient désespéré. Et si nous coordonnions avec les autres équipes d'armes lourdes, mettions en commun nos munitions restantes et nous concentrions sur les cibles les plus critiques? L'idée avait du mérite, mais elle représentait un changement fondamental d'approche tactique. Au lieu d'opérations d'équipes individuelles, les équipes de mitrailleuses restantes devraient fonctionner comme une unité de tir de précision coordonnée, partageant les ressources de renseignement et de munitions, tout en maintenant des positions de soutien mutuel. La logistique serait complexe, nécessitant une coordination radio et une planification minutieuse pour éviter la duplication des efforts. Le lieutenant Phillips approuva immédiatement le concept, reconnaissant que les pénuries de munitions dispersées étaient moins critiques que la perte complète de capacité de tir à longue portée. À 17h, 3 équipes de M2 avaient consolidé leurs cartouches de calibre 50 restantes en un seul pool d'approvisionnement totalisant 112 cartouches. Les munitions furent distribuées selon la capacité des équipes et la priorité des cibles, l'équipe de McVer recevant 45 cartouches en tant que tireurs de précision les plus expérimentés. La contre-attaque japonaise commença à 21h30 avec des tirs de mortier sur les positions avancées des Marines, suivis de sondes d'infanterie contre le périmètre en plusieurs points. Les forces ennemies se déplaçaient avec une audace inhabituelle, apparemment confiantes que le tir américain à longue portée n'était plus efficace. Les équipes de mitrailleuses japonaises établirent des positions à des portées qui avaient été intenables quelques jours plus tôt, et les équipes de tireurs d'élite commencèrent à opérer depuis des emplacements qu'elles avaient précédemment abandonnés. La réponse de McVer fut chirurgicale. Au lieu des missions de tir soutenues qui avaient caractérisé les engagements antérieurs, il tira des coups uniques sur les cibles les plus critiques, les équipes de mitrailleuses qui menaçaient le périmètre des Marines, les équipes de tireurs d'élite engageant le commandement américain et les postes d'observation dirigeant le feu de mortier ennemi. Chaque tir était planifié et coordonné avec les autres équipes de précision pour maximiser l'impact tactique tout en conservant les munitions. À minuit, le tir de précision coordonné avait brisé la contre-attaque japonaise, forçant les forces ennemies à se retirer vers des positions au-delà de la portée efficace. Le coup fut de 28 cartouches de calibre 50, plus de la moitié de l'allocation de McVer, mais le périmètre des Marines tint et l'offensive ennemie s'effondra. L'innovation avait fonctionné, mais de justesse, et seulement parce que la pénurie de munitions avait forcé un niveau de coordination tactique qui ne se serait peut-être jamais développé dans des conditions d'approvisionnement normales. La résistance japonaise s'effondra le 15 juillet, non pas d'un engagement décisif unique, mais de l'érosion graduelle de la volonté qui vint quand les soldats réalisèrent que leurs positions sûres étaient devenues des pièges mortels. McVer regarda à travers sa lunette alors que des drapeaux blancs apparaissaient dans les bouches de grottes à travers le complexe de crête. Petits morceaux de tissu attachés au canon de fusil et poussés prudemment dans la lumière du matin.
Les forces ennemies qui avaient tenu ces positions pendant près de 3 semaines se rendaient en petits groupes, leurs munitions épuisées et leur confiance brisée par des semaines de tirs de précision qui les avaient atteintes à des portées qu'elles avaient crues impossibles. Le réapprovisionnement final de munitions était arrivé 2 jours plus tôt, mais à ce moment-là, la situation tactique avait fondamentalement changé. Les forces japonaises ne se massaient plus pour des contre-attaques ou ne tentaient plus d'établir de nouvelles positions de tir à portée étendue. Au lieu de cela, elles étaient blotties dans les portions les plus profondes de leur système de grottes, n'émergeant que la nuit et seulement quand c'était absolument nécessaire. La dominance psychologique que le tir de mitrailleuse de précision avait établie était complète et irréversible. Le lieutenant Phillips se déplaça à travers les positions des Marines ce matin-là, coordonnant les procédures de reddition et s'assurant que l'infanterie qui avançait maintenait une prudence appropriée malgré les drapeaux blancs. Les forces ennemies étaient connues pour utiliser des ruses de reddition, et le lieutenant ne prenait aucun risque avec la sécurité de ses hommes, mais la reddition semblait authentique. Les soldats japonais émergeaient des positions avec les mains levées, beaucoup montrant des signes de malnutrition et d'épuisement qui suggéraient des semaines de réapprovisionnement minimal. McVer resta à sa position tout au long de la matinée, maintenant la surveillance des procédures de reddition, même si un engagement actif semblait improbable. Sa M2 était chargée avec une ceinture fraîche de munitions de calibre 50 et sa lunette restait braquée sur le complexe de crête où des poches de résistance japonaises pourraient encore se cacher. La situation tactique exigeait une vigilance continue jusqu'à ce que toute la zone soit sécurisée et fouillée par l'infanterie qui avançait. Le coût humain de la campagne devint évident alors que les patrouilles de Marines se déplaçaient à travers les anciennes positions ennemies. Le complexe de crête contenait des dizaines de tombes improvisées, où les soldats japonais avaient enterré leurs morts pendant le siège de 3 semaines. Beaucoup des positions de grottes montraient des preuves d'impact direct de tirs de calibre 50, avec des motifs de cratères et des taches de sang, qui témoignaient de l'efficacité du tir de précision. McVer se trouva à étudier ces sites d'impact avec des émotions mélangées, reconnaissant son propre travail, tout en contemplant les tragédies individuelles que chaque cratère représentait. Le sergent Hardin conduisit une évaluation informelle après action de leurs dépenses de munitions et de leur registre d'engagement de cible. Au cours de la campagne, l'équipe de McVer avait tiré approximativement 430 cartouches de munitions de calibre 50, obtenant 17 morts confirmées et environ 25 victimes supplémentaires de quasi-ratés et d'effets de fragmentation. L'approche de précision avait livré un taux de victimes de près de 10% par cartouche tirée, un ratio d'efficacité qui dépassait l'emploi traditionnel de mitrailleuses de plusieurs ordres de grandeur. Mais les chiffres bruts échouaient à capturer l'impact stratégique de l'innovation. Le tir de mitrailleuse de précision avait forcé un bataillon japonais entier à modifier son comportement tactique, abandonnant des positions et restreignant les mouvements de manière qui dégradait leur efficacité de combat globale bien au-delà des victimes réelles infligées. Les forces ennemies avaient passé des semaines à construire des fortifications et des mesures de camouflage supplémentaires, détournant la main-d'œuvre et les ressources des préparations offensives. L'effet psychologique avait été multiplié à travers chaque niveau de la structure défensive japonaise. Le lieutenant Phillips soumit un rapport détaillé sur les techniques de mitrailleuse de précision au quartier général du bataillon, recommandant la dissémination immédiate des tactiques aux autres unités de Marines opérant dans le théâtre du Pacifique. Le rapport incluait les spécifications techniques pour le montage de lunettes, les procédures d'estimation de portée, les critères de sélection de munitions et les protocoles de coordination avec les armes de soutien. Phillips souligna que l'innovation avait émergé de l'expérimentation sur le terrain plutôt que de la doctrine formelle, suggérant que des adaptations similaires sur le champ de bataille pourraient se produire à travers le théâtre. McVer passa l'après-midi à aider à traiter les prisonniers japonais, dont beaucoup exprimèrent leur étonnement face à la précision du tir américain à longue portée. À travers des interprètes, plusieurs soldats ennemis décrivirent l'impact psychologique de l'engagement de mitrailleuses de précision, expliquant comment la connaissance qu'aucune position n'était vraiment sûre avait démoralisé des unités entières. Un caporal japonais, qui avait servi comme tireur d'élite tout au long de la campagne,
admis qu'il avait abandonné plusieurs excellentes positions de tir à cause de la peur du gros canon qui tire une balle. Les leçons tactiques s'étendaient au-delà du simple tir de précision. Le concept de mitrailleuse de précision avait exigé des changements fondamentaux dans l'entraînement des équipes, la logistique des munitions, les procédures d'acquisition de cibles et la coordination avec les unités de soutien. L'emploi traditionnel de mitrailleuse mettait l'accent sur le volume de feu et la suppression de zones, tandis que le travail de précision exigeait la responsabilité de tir individuel et une gestion minutieuse des ressources. Les exigences psychologiques et d'entraînement étaient aussi différentes que celles entre l'emploi de fusils et d'artillerie. Pendant le repas du soir, McVer se trouva en conversation avec des Marines d'autres unités qui avaient observé le tir de précision tout au long de la campagne. Plusieurs équipes avaient tenté de répliquer les techniques en utilisant leurs propres armes M2 avec des degrés de succès variables. L'innovation se répandait organiquement à travers le bataillon, conduite par l'efficacité tactique plutôt que par l'instruction formelle. Des adaptations similaires se produisaient selon les rapports dans d'autres unités de Marines à travers le Pacifique, suggérant que le concept de mitrailleuse de précision représentait une évolution naturelle des tactiques de champ de bataille plutôt qu'une expérience isolée. Les implications stratégiques étaient profondes. La doctrine militaire traditionnelle avait assumé que les mitrailleuses étaient des armes de zone avec une capacité de précision limitée au-delà de 800 à 1000 yards. La démonstration qu'une technique minutieuse pouvait étendre la portée efficace à 1800 yards ou plus altérait fondamentalement l'équation tactique pour les positions défensives et les routes d'approche. Les forces ennemies ne pouvaient plus assumer la sécurité à des portées qui avaient été sûres tout au long des conflits précédents. McVer nettoya sa M2 ce soir-là avec un soin inhabituel, retirant la lunette improvisée et retournant l'arme à sa configuration standard pour le déplacement vers de nouvelles positions. La campagne de Saipan se terminait, mais les leçons tactiques continueraient à influencer la doctrine du corps des Marines tout au long du reste de la guerre du Pacifique. L'innovation avait réussi, non pas à cause d'équipements ou d'entraînement supérieurs, mais à cause de la volonté de questionner les hypothèses fondamentales sur les capacités des armes et l'emploi tactique. Alors que le soleil se couchait sur les crêtes capturées, McVer réfléchit sur la transformation qui avait eu lieu au cours des 3 semaines passées. Une équipe de mitrailleuses entraînée pour la suppression de zones étaient devenus des tireurs de précision capables d'engager des cibles individuelles à portée extrême. Le changement avait exigé l'innovation technique, l'adaptation tactique et l'ajustement psychologique aux nouveaux concepts d'engagement et de responsabilité. Mais l'intuition centrale était simple. Les armes pouvaient performer au-delà de leurs spécifications de conception quand les opérateurs comprenaient leurs vraies capacités plutôt que d'accepter les limitations doctrinales. Les Marines porteraient ces leçons vers les campagnes subséquentes, à Tinian, Guam et finalement Okinawa, où les techniques de mitrailleuses de précision deviendraient des procédures opérationnelles standards plutôt que des innovations de champ de bataille. L'expérience de McVer avait démontré que l'avantage tactique venait souvent non pas d'équipements supérieurs, mais de compréhension supérieure des capacités existantes. L'innovation avait changé comment les Marines pensaient aux mitrailleuses, à l'estimation de portée et à la relation entre précision et puissance de feu dans la guerre moderne. Le calme qui s'installa sur l'ancien champ de bataille cette nuit-là était différent du silence tendu du combat actif. C'était le calme de l'achèvement de problèmes tactiques résolus et d'objectifs stratégiques atteints à travers l'application patiente de la pensée innovante sous pression extrême.